Alors, dans nos balades dans les archives du Cameroun, hier, on est tombé sur un extrait de discours du chef de l'État camerounais le 6 novembre 2018, lorsque Paul Biya prête serment devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. S'il vous plaît, il déclare ceci: nous allons réaliser une véritable révolution agricole en transformant nos ressources agricoles sur place au Cameroun. Alors, cet extrait nous a fait sursauter parce que on a l'impression qu'en le disant, le chef de l'État camerounais a plutôt décrété l'accentuation des importations et a vidé, ou plutôt faire vider les zones rurales avec ces nombreux jeunes qui sont en train d'arriver dans les grands centres urbains et qui sont sur les engins à 2 roues. Parce que alors que ce énième septennat s'achève, l'agriculture est plus que jamais laissée à son triste sort avec cette augmentation chaque mois un peu plus du volume des importations de produits, notamment des produits agricoles, notamment des choses qu'on peut cultiver sur place. Alors que le chef d'État promettait la révolution agricole, pas moins, au début de son septennat. C'est bien triste. Charles Mbachou, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour à tous les téléspectateurs. On compte chaque jour environ 2000 arrivants dans la ville de Douala. 2000 arrivants. Et parmi les 2000 arrivants, 500 venant de tous bords avec dans les soutes des différents bus leurs motos. Que viennent-ils chercher? Ils viennent se battre à Douala parce qu'ils veulent être aussi une diaspora. Quand vous avez à votre évocation, j'ai pensé au FONADER, le Fonds national du développement rural, oui, qui a vu... On ne voit plus beaucoup. Non, c'est en 1996, lors de sa privatisation, qui avait été actée justement par les mêmes acteurs qui sont là aujourd'hui. C'était ce fonds, le FONADER, donnait des crédits aux paysans et aux groupements d'agriculteurs. Il faisait venir les intrants agricoles, les agriculteurs et les paysans de ce pays. Vous vous rappelez qu'en termes de promesses de campagne, le chef de l'État avait promis le projet de création d'une banque d'appui aux projets agricoles, avec en son sein un département fonds et garantie, la création d'un fonds d'investissement consacré uniquement à la promotion des PME du secteur agricole. Au moment où on s'attendait à ce que tout commence, nous sommes déjà à 7 ans, on n'a rien vu. En 2018, le MINFI, c'est-à-dire quelques jours après le discours, le MINFI a indiqué la suspension de la création de la banque agricole. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que cela prenait trop de temps, de lourdeur, il a lui-même préféré. En 2023, étrangement, le Premier ministre signe plutôt une arrêté de création, organisation et fonctionnement du fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricole, élevage et pisciculture. C'est à se demander si ceux qui rédigent le discours du chef de l'État sont normalement constitués, excusez du peu. Vous avez vu que de 2011 à 2018, 2023, 2027, ça, il y a eu des modifications. Et jamais on n'a pu bouger. La banque agricole, c'est celle-là que nous on voulait. Aujourd'hui n'existe pas. Le fonds de facilitation d'accès au crédit, c'est pour eux les bonbons, c'est pas pour nous. La PME, agence de promotion des petites et moyennes entreprises, nous a déjà apporté quoi en termes d'aide pour les différents jeunes. Vous allez déposer en tant que jeune, on vous envoie des requêtes en requêtes, mais allez voir le nombre de députés, allez voir le nombre de directeurs, allez voir le nombre d'opérateurs économiques, allez voir le nombre d'individus sortant d'une certaine région du pays qui bénéficient de ces aides. L'agriculture, ce n'est pas pour les autres régions, c'est pour une seule région de la Biscaméen. La révolution agricole, c'était quand même osé, hein, dans un pays où on cultive les tracteurs à Ebolova. Bonjour Pamela Fomen. Bonjour Donald, bonjour à nos téléspectateurs et internautes. Belmondo Djaka, bonjour, bienvenue. Bonjour Debeka, bonjour au panel et à l'ensemble de nos millions de téléspectateurs. Dominique Pengou, bon début de journée. Merci Donald, bonjour à vous, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et internautes. La pureté ce matin, ça? Je sais que tu es plus ce matin. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Les Bantous ne vous diront pas la même chose. Hein. Promets-nous que tu ne diras pas quelque chose de bizarre. D'impur, voilà, et qui est bien dit. Je ne peux pas faire cette promesse-là. Parfois, ça sort comme ça sort. Bon, merci. On va y aller avec l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, je me prénomme Alex. J'ai besoin de vos conseils sur le plateau. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Mon père m'a eu très jeune, après il a épousé ma mère et il a épousé ma mère, la mère de mes frères, voilà, qui m'a élevé comme si j'étais son enfant. Après mon père,
après mon père et elle aussi, ils ont divorcé. Après mon père et elle aussi ont divorcé, pardon. Puis, il a pris une autre femme et qui avait sensiblement mon âge. Il a doté, dont il a épousé. Malheureusement, elle est décédée quelques temps après. Sa dernière femme s'est remise en couple. Malheureusement, mon père, lui, est décédé quelques temps après. Cette dernière, donc, s'est remise en couple avec un autre homme. Voilà, avec qui ils ont fait 2 enfants. Je tiens à rappeler que pendant la dot de ma dernière maman, c'est le grand frère de mon père qui parlait en tant que chef de famille. Le problème est le suivant. Le père de mes nouveaux petits frères voudrait couper les liens avec nous en remboursant la dot. Je tiens à rappeler que nous sommes de l'Ouest et je ne connais pas comment m'y prendre. Mon oncle a transféré les problèmes qu'il avait avec notre père et nous, les enfants, sur nous les enfants, au point où on ne s'entend pas. Voilà, nous sommes comme des indésirables chez lui. Il ne nous reçoit pas. Que faire dans cette situation aussi? Est-ce que qui doit pouvoir prendre les devants pour gérer ce cas d'espèce ce matin? D'accord. Donc, si on comprend bien, pour résumer, c'est un jeune qui nous écrit et il dit que son père a enchaîné union, divorce, de sorte qu'aujourd'hui, avec le mari de sa nourrice, lui veut rembourser la dot pour couper les liens. Oui. Mince. Pamela Fomen, son problème c'est quoi? Que la dot qu'on rembourse la dot, non, et puis on les libère. Non, le père. Je suis honnête. Non, ça se comprend. Donc, il y a un monsieur qui a enchaîné les femmes. Oui. Première femme, divorcée. Deuxième femme, divorce. Troisième femme, quatrième. On a la troisième ou la quatrième? On a la troisième. Ah, Il y troisième a eu femme. un divorce, un décès. Voilà. La deuxième qui était comme elle. C'est elle qui a décédé, n'est-ce pas? C'est la troisième qui a le même âge que le monsieur qui nous écrit ce matin, qui est l'aîné issu d'une relation avant les 3 autres mariages de son père. Oui. Après, le père est décédé. Oui, le père est décédé en Maintenant, laissant la dernière. Il y a maintenant un autre homme qui est venu et qui s'est mis avec la dernière femme, sa dernière nourrice. Oui. Et le père avait doté. Oui. Le père avait doté. Et c'est donc ce monsieur donc, qui veut se séparer des enfants, qui veut se mettre avec la femme, sa nourrice, et puis se séparer des enfants, couper les liens. C'est pour ça qu'il veut rembourser la dot. Non, parce que là, vraiment, nos parents aussi dérangés à l'époque. Ouais, une femme ne suffisait pas. Est-ce que c'est une histoire qui date d'une certaine époque, Dominique? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Parce que je me dis que le monsieur qui pose l'histoire, il a plus de... Il a plus de 40 ans, forcément. Oui. Ça dit que son père, excusez-moi l'expression, mais... Et un multigame. Il n'est pas très correct. Hein. Il entre ici, il sort là-bas, il entre de l'autre côté, il ressort. Bon, encore il faut savoir si c'était pas les femmes qui posaient problème. Hein. Pourquoi vous voulez... Non, c'est une hypothèse. C'est clair, donc là, vous voulez toujours inverser la situation. Bon, vous-même, vous m'avez dit que l'histoire n'est pas claire. Vous pouvez pas dire que non, c'est moi, clair. il y a eu trop d'entrées et de sorties. Moi, ça m'a un peu... Oui, qu'est-ce qui te dit que... Pamela Fomen, il ne faut pas penser que ceux qui enchaînent les femmes, c'est forcément que c'est l'homme le problème. Non. Je ne sais pas si c'est un statut visé, mais si on reste dans l'histoire, vraiment, excusez-nous. D'accord, allez-y, madame. Dire, vous allez penser qu'on cherche à vous influencer. Allez-y, allez-y. Alors, pour revenir à l'histoire de ce matin, alors il dit que le monsieur en question veut... rembourser la dot. Rembourser la dot que son défunt père avait versé. Donnée. Voilà. Non, je crois qu'on l'a dit plus d'une fois, sauf si on va se contredire ce matin. La dot, on ne rembourse pas, la dot n'est pas remboursable. Comment ça? On l'a déjà dit non, sauf si vous voulez qu'on change les choses aujourd'hui. Non, la dot n'est pas remboursable. Aujourd'hui, le père est décédé, elle a des enfants. Moi, je crois qu'elle peut continuer à vivre sa vie. Mais qu'elle retienne que si elle décède, on va l'enterrer sur le monsieur qui l'a doté. On l'a dit plus d'une fois. Bon, maintenant, il y a des personnes qui prennent des raccourcis, qui vont aller voir les chefs de famille, essayer de voir si on peut négocier. Mais je crois qu'on l'a dit, la négociation, vraiment, il va falloir qu'on rappelle les personnes qui étaient là lors de la dot. Parfois, d'autres sont décédés. Il va falloir qu'on essaye de faire ceci et cela. Ça devient une longue procédure. Et pour moi, je ne crois pas que cela soit possible. Si elle aime le monsieur avec qui elle est, vous allez me relancer. Si elle aime le monsieur avec qui elle vit à présent, qu'elle parte. Mais qu'elle sache que comme elle vit dans cette relation, si elle décède, on va la terre de l'autre côté.
Moi, c'est ce que je sais de la dot. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez me relancer? Non, finissez d'abord. Moi, j'ai terminé. Personne ne va vous étouffer. Vous n'aurez pas de raison de vous plaindre ce matin. Moi, c'est ce que je pense. Je ne veux pas dire ce que j'ai dit. Je ne vais pas compter ce que j'ai dit il y a cela quelques semaines. Moi, c'est ce que je pense. Donc, qu'elle reste là et qu'elle vive sa relation. En tout cas, il y a les enfants. Je crois que la question aurait pu se poser autrement. S'il n'y avait pas des enfants, on doit dire que bon. Maintenant, quand il y a les enfants appartiennent à qui? Puisque le monsieur est décédé, je crois que ça appartient à la famille du monsieur. Sauf si on va me corriger sur cette question. De quel monsieur? Le monsieur qui est décédé, non? Oui, tout à fait. Ouais, les enfants lui appartiennent entièrement. Donc, la question aurait pu se poser autrement. S'il n'y avait pas d'enfants et que la fille veut refaire sa vie, vous voyez qu'en ce moment, on lui a dit non. Essayer de rencontrer les différents membres de la famille, essayer d'avoir une assise. Mais quand il y a des enfants, vous voulez faire quoi? Un homme qui veut épouser une femme qui a des enfants, qui est dotée. C'est lui le problème, hein. Honnêtement. Bon, pour l'instant, c'est pas lui qui pose le problème. C'est pas si pour lui c'est un problème. En tout cas, il veut rembourser la dot. Pour la femme, je ne sais pas si pour elle c'est un problème, mais pour l'instant, elle semble être bien dans cette relation. Je ne sais pas s'il y a un problème, parce qu'en tout cas, ce sont les enfants qui posent le problème. Ça veut dire que pour eux, on suppose que ils attendaient de ce nouveau père-là qu'il soit un père bienveillant, qu'il paye la scolarité, qu'il, je ne sais pas quel ils ont, en tout cas, qu'il soit présent et qu'il les encadre. Il doit quoi cette famille? Pourquoi trop d'attentes? Les enfants ne travaillent pas, les enfants n'ont pas une stabilité. Non, mais attendez un peu, ce n'est pas parce qu'il vient épouser la femme de votre défunt père que il vous doit tout. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette... Qui s'intègre au moins dans leur famille, auprès des enfants. L'intégration, je suis d'accord, mais à l'entendre, on a l'impression qu'il doit payer toutes les factures. Il doit être seul en temps et en compte. Non, moi, enfin, selon moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Il reste le petit ami jusqu'ici parce qu'il y a un officiel. Et en dehors de ça, je ne vois pas pourquoi on doit lui mettre la pression. S'il n'est pas possible qu'il dote la femme, je crois qu'il va partir. S'il est possible, il dote et puis l'intérêt de la famille. Aussi simplement. Bébel, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de celui qui nous écrit? Le monsieur, il veut prendre cette femme-là pour épouse. Donc, pour le moment, ils entretiennent, je suppose qu'ils entretiennent juste des relations comme ça, mais rien n'est officiel, tant du côté traditionnel que administratif. Donc, moi, je dis donc que lui, il a aimé la femme. C'est une veuve. Une veuve qui a déjà les enfants de son défunt mari. Ouais. Et lui, moi ce que j'ai compris là, c'est qu'il dit de couper les liens avec les enfants. Oui, c'est ça. Couper les liens avec les enfants. Donc lui veut prendre de la mère poule et laisser les poussins. Oui, c'est un pauvre. Vous parlez comme les femmes. Oui, il veut prendre la mère poule et laisser les poussins. Et c'est un problème ou pas? Moi j'aurais voulu que quand il nous raconte ça, qu'il nous dise quand même la réaction de la femme. Qu'en pense justement la femme? Parce que généralement la mère poule protège ses poussins. Ça veut dire que si tu veux prendre la mère poule et tu veux laisser les poussins, c'est à la mère poule de dire attention, si je dois venir chez toi, je viens avec mes enfants. On n'a pas sa position, mais bon, c'est pas ses enfants, ce qui veut dire. C'est pas les enfants du monsieur. Peut-être qu'elle s'en fout un peu. Oui, c'est pour ça que je dis que nous, dans cette histoire, on n'a pas la version de cette femme. Que veut exactement cette femme? Est-ce qu'elle est prête à aller rencontrer ce monsieur? Est-ce qu'elle est prête à ce que ce monsieur aille rembourser la dot? Si toutefois la famille du défunt accepte d'ailleurs, parce que là il faut encore, c'est tout un... il ne s'agit pas seulement de dire on avait doté à combien et puis on porte l'enveloppe, on va donner. Non, vous n'êtes pas sûr que cette famille-là... C'est tout un process. Voilà, vous n'êtes pas sûr que cette famille-là va accepter. Je pense qu'on a déjà eu des cas comme ça. On a eu des cas où la famille vous dit carrément jamais. Maintenant, vous pouvez vivre, vous faites tout ce que vous voulez, mais jamais, jamais, à grand jamais, surtout qu'elle a les enfants avec notre fils, on n'acceptera pas ça. Vous pouvez vivre là-bas le temps que vous voulez, mais elle reste notre femme. On a eu des cas comme ça, on a beaucoup de cas comme ça. Donc moi, je pense que quand il nous dit, sa préoccupation, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que le monsieur peut rembourser la dot? Et si c'est le cas, à qui va-t-il rembourser? Mais la question ne se pose pas. Qui a doté votre mère? C'est votre défunt père. Sauf si je comprends mal l'histoire. C'est le frère du père qui est censé normalement être le chef de famille. Mais depuis le décès du père, c'est comme s'il y a eu un problème et le frère a dit que bon, vous... Qui avait doté cette femme-là?
C'est le défunt père, non? Oui. Mais alors, il avait doté chez qui? Il va falloir donc que vous retournez. C'est pas, moi je ne vois pas ce qu'il y a où quelqu'un est venu doter chez vous et maintenant il décède. Il y en a un autre qui veut prendre cette fille-là qui a déjà été dotée. Retournez voir la famille et posez le problème. Et on va vous donner la conduite à tenir. Cette famille-là... Mais j'ai l'impression que c'est plutôt... que c'est cette femme-là qui pose le problème à travers ce garçon. Vous n'avez pas l'impression? Posez le problème, posez le problème. Vous avez la voix, vous avez fait le Moi je pense que là, la question... Parce que je ne sais pas si pour lui ça causerait un problème, je sais pas, pour les enfants. Normalement, il n'est pas directement impliqué dans ces événements-là. Oui, c'est son père. Oui, c'est son père. Et peut-être il est l'aîné parce que le père a fait Alex avant de faire ses 3... Alex a dans sa mère. Oui, donc directement il n'est pas... Lui, il n'est pas vraiment impliqué. D'autres ou pas d'autres, il a sa vie, il est tranquille. Excusez-moi un peu, quand un homme fait comme ça, il cherche quoi? Qui ça? Le monsieur qui est décédé. Bon, justement, je vais préciser que c'est pas de poser la question. Je ne sais pas vous qui la poser. Vous êtes un homme, non? Je vous dire la parole. Oh, oui, mais je voulais simplement dire que il faut savoir, c'est trop flou à un moment donné. Parce que moi, pour moi, c'est que quand une femme est veuve, qu'il y a un autre monsieur qui veut épouser cette femme-là, il faut rentrer voir la famille du défunt et parlementer avec cette famille-là, qu'on vous donne des conditions, si c'est possible, justement, que vous puissiez rembourser cette dot. Si ce n'est pas possible, on vous dit c'est pas possible. Il y en a des familles qui sont bien conciliantes, qui peut-être n'acceptent même pas la dot qu'on rembourse, mais qui vous disent quand même, vous pouvez quand même aller vivre ensemble. Surtout si il y a déjà des grands enfants. Parce que là, j'estime que c'est déjà des grands enfants. Parce que si nous est triste, ça veut dire qu'il est quand même déjà à un âge. Oui, il est déjà grand. Voilà. Donc maintenant, s'il y a encore des nourrissons, si c'est encore des petits, ça va vraiment être compliqué. Parce que là, le monsieur dit, il coupe les liens. Il veut couper les liens avec les enfants, donc il ne veut pas prendre en charge. Il ne veut pas assumer les enfants. Pour lui, il estime que c'est une charge pour lui. Il veut prendre sa femme. Allez, basta, on va vivre de notre côté. Et c'est tout ton passé là. Oublie le passé. Donc tout ce que tu as eu à faire, les enfants que tu as eu hier, je n'en veux pas. Voilà le problème. Et moi, c'est pour ça que je voulais savoir la version de la femme. Est-elle prête à s'engager dans un nouveau mariage, sachant qu'on ne va pas prendre en compte les enfants qu'elle a eus avec son défunt mari? Est-elle prête? That is the question. Maintenant, si la version de Donald était... Non, c'est pas son enfant. Les enfants qu'elle a eus. Oui. Alex n'est pas son enfant. Mais si le problème se pose, ça veut dire que la femme a présenté le monsieur là-bas, non? Ça veut dire qu'elle est prête? Oui, ça veut dire qu'elle est dans la relation. Elle peut juste une relation libre, mais pas être une femme mariée. Non, si le monsieur veut mener des démarches pour la dot, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de régularisation de la relation. Ouais. Oui. Maintenant, lui qui pose le problème, son problème à quel niveau? Lui, il veut entrer dans c'est la femme de son père, non? Oui, mais si la femme de son père veut donc s'engager à aller vivre avec un autre homme, en les laissant tomber eux, qu'est-ce qu'il veut? Attends, c'est pas un problème, Majesté bébé, c'est pas un problème. A priori, c'est pas un problème. Attends, si c'est ça. Quoi? Moi, attends. Mais ce sont ses frères, non? Elle n'est pas ma mère. Attends, elle n'est pas ma mère. Elle était la femme. Non, attends, il faut qu'on se comprenne. Oui, elle n'est pas ta mère. Elle n'est pas ma mère. Le gars qui pose le problème, c'est pas sa mère. Hein? Donc ça veut dire que demain, les enfants qu'elle a eu avec votre père, si les enfants vous appellent... Quelle est la question qu'il a posée? Quelle est la question qu'il pose? Il a posé la question à savoir qui va parlementer ce jour et qu'est-ce que la tradition Bamileke dit. Voilà. Sur la dot? Moi, j'ai compris le problème de ce monsieur depuis. Moi, je semble comprendre son problème. Allez-y, oui, allez-y. Parce qu'on a là en face de nous l'aîné d'une grande famille. Oui. Donc, le père a passé sa vie à faire un peu comme ci, comme ça, on va le dire. On ne juge pas les parents. Mais aujourd'hui, on a le problème de ce que le chef de la concession, qui jadis parlementait quand il y avait des situations, a démissionné depuis le décès de papa. Il est en discorde avec les enfants. Donc, ça veut dire que cette dame est venue voir Alex parce que lui, il est l'aîné. Voilà. Et puis, on veut lui imputer le rôle de chef de famille. Du coup, il ne sait pas si cette chaise-là est la sienne ou pas. Voilà. C'est ça, c'est la femme en fait qui pose le problème avec Alex. Je rejoins Donna parce que oui, c'est la femme qui vient voir Alex en disant
je dois aller en mariage ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça se passe comment? De l'autre côté, on a carrément coupé les liens. Je pense que c'est toi qui dois parlementer au nom de ton père. Maintenant, lui, il est en train de se poser la question de savoir si c'est légitime qu'il se place au devant. D'accord. Maintenant, qui doit parlementer, c'est la question qu'il a posée. Est-ce que c'est lui? Il doute. Il doute que ce soit lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que lui ne maîtrise pas les différentes étapes. Il ne sait pas ce qu'il doit dire à ce nouveau monsieur qui est dans la concession pour prendre la dernière épouse de son père. Il ne sait pas s'il doit lui dire on coupe les liens en faisant ci, en faisant ça ou en faisant comme ça, comme ça. Il ne maîtrise pas. Donc du coup, ça fait en sorte que la dame lui met la pression. Depuis, je t'ai posé un problème, j'attends que tu répondes, j'attends que tu cales une date pour qu'on fasse ces cérémonies. C'est ça. Oui. Et maintenant, moi, je vais Est-ce que peut la voir maintenant pourquoi il dit que c'est la femme? Il répond en qualité de quoi? Il a quelle casquette? Il est l'aîné ou bien le chef de famille? Non, parce que l'aîné n'est pas généralement le chef de famille. Il peut répondre en qualité d'aîné. Ça dépend. Il y a dans certaines concessions, quand le père parle, il dit celui-ci c'est l'aîné, mais celui qui était censé, celui qui était autrefois considéré comme chef de famille, qui est le frère du père, a démissionné. Oui. Il dit je vous reconnais, je vous laisse avec ça. Comme mon frère est décédé, donc partez avec ça, allez vous débrouiller. Ok. Voilà, si c'est en tant qu'aîné, moi je ne vais pas accepter, mais chef de famille non. Pourquoi? Moi ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné non. On dit qu'ailleurs le premier n'est pas chef de famille. Ailleurs, c'est comme ça dans partout. d'autres contrées, dans d'autres traditions, non? Ok, Charamel, est-ce qu'il faut absolument retourner au successeur? Je ne sais pas si l'oncle est le successeur? Le chef de famille. Celui qui était le chef de famille de son père. Oui, est-ce qu'il faut retourner à lui? Leur chef de famille à lui. Est-ce qu'il faut parlementer avec l'oncle et le ramener à de bons sentiments? Ou alors, il y a un aîné, enfin, il y a un successeur que le père doit avoir désigné avec qui il faut aller. Brice, commençons par le commencement. Cet enfant n'est pas l'enfant de son père. Son père décédé? Il n'est pas l'enfant de son père, il est l'enfant de son grand-père. Parce que son père n'a pas doté sa mère. Donc, il retourne chez son grand-père maternel. Paternel, maternel. Paternel ou maternel? J'ai dit paternel, maternel. On a deux côtés chez la mère. Le côté du père et le côté de la mère. Donc, il retourne dans son côté maternel, paternel. C'est là où il retourne, première chose. Donc, il n'a pas qualité de parler, puisqu'il est l'enfant de dehors. On dit trivialement dans la tradition, il est l'enfant de dehors. C'est l'enfant qu'on a fait, c'est l'enfant qu'on a fait dehors. Donc, il va rentrer de ce côté, se débrouiller. Premier point. Son père n'a doté que la dernière maman, avec qui il a eu 2 enfants. Oui. Ce sont eux les véritables enfants légitimes de son père. Parce qu'il avait doté une femme. Il a pris femme. On est d'accord jusqu'à ce niveau de la vie. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que ce qui a été fait dans l'illégalité reste ça ne compte pas, ça reste dans l'illégalité. Le père a doté cette dernière maman. En dotant cette dernière maman, il a fait d'elle sa femme. Ça veut dire que tous les enfants issus de cette relation, Donald Brice, peuvent parler au nom du défunt. Parce qu'ils sont légalement rentrés dans l'histoire. On est d'accord jusqu'à ce niveau, Donald Brice? Oui. Bien. Ça suppose que là. Maintenant, le défunt, le frère du défunt qui a décidé de parler en qualité de père de la famille, a joué ce rôle avec l'aval de la famille? Je ne pense pas. Parce que certainement, à la fin, la famille l'a reproché que tu as mal fait. Ce n'est pas ces enfants jeunes qui l'ont reproché. C'est la famille qui lui a dit, monsieur, tu n'avais pas le droit. Tu es parti prendre la dot en qualité de quoi? Ça créait un problème encore au niveau de la famille. Il a dit, d'accord, je ne me mêle plus de vos choses. Je me retire de vos différentes affaires. Celui qui parle ne vous dit pas si on l'a rétabli dans la fonction familiale, c'est-à-dire on l'a réintégré. Réintégré qui, l'oncle? L'oncle ou bien celui qui pose le problème. Est-ce qu'on l'a réintégré traditionnellement dans la famille de l'homme en le dotant lui? Parce que son père ne veut pas doter sa mère. Donc il ne peut pas venir parler sur son père. Il va parler sur son grand-père maternel. Donc c'est mort. Aujourd'hui que le dossier est mort, tant au niveau de son côté
que du niveau du chef de famille. Il est question que la famille s'asseye et désigne le grand-père qui va parler pour la famille au nom de la famille. Celui qui a doté la femme aujourd'hui, les enfants lui reviennent. Pas les enfants faits avant, mais les enfants faits après lui reviennent. Celui qui a doté et épousé légalement cette maman et qui est décédé par la suite, dans son père qui est décédé par la suite, il n'a que ses 2 enfants. Celui qui vient maintenant faire les enfants sans avoir coupé la corde de la petite dot, parce qu'il n'a pas coupé la corde de la petite dot. Il y a une petite dot. Quand vous venez prendre une veuve, on organise une cérémonie où on attache plus la veuve à une corde. On dit à partir d'aujourd'hui, nous te donnons le droit de prendre cette veuve. Et il taille avec un ciseau neuf qu'il aura acheté la corde sur les reins de cette veuve. Est-ce qu'il a fait ce rituel? Non. Il a encore volé, comme on dit trivialement au village, les fesses d'une veuve qui appartient à une famille. Il a encore volé les fesses et il a fait les enfants. Donc, il est maudit. À ce moment, les enfants appartiennent à qui? C'est la même. Qui l'a fait? Oui, avant de... À celui qui a doté. Ok, le défunt. Tous les enfants qui l'ont fait appartenir au défunt, ils feront le rite sur le défunt qui a doté et posé légalement. Donc, aujourd'hui, il vient, il dit, je n'ai pas déjà coupé la corde, je n'ai pas fait la petite dot, je n'ai pas demandé les autorisations, j'ai volé votre femme. Ça suppose que la famille maternelle de la famille du paternel et maternel de la femme ont donné leur fille et ont tenu la corde. C'est ça la tradition. Vous avez donné votre fille, vous avez tenu encore la corde. D'où vient-il que notre femme que vous nous avez donnée entretienne une relation avec un homme jusqu'à faire des enfants sous notre dos sans que nous n'ayons connaissance de quoi que ce soit? Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Donc, à ce niveau, c'est encore mort. Donc, ce qu'on va lui dire, et il ajoute. Mais est-ce que forcément la famille de la fille est... Il ajoute, il n'a pas coupé la corde, il n'a pas fait la deuxième. Il ajoute qu'il veut couper les ponts avec les enfants. C'est-à-dire, non, il veut couper les liens. Voilà l'expression qu'il a employée. En coupant les liens, c'est-à-dire que cette deuxième maman n'aura plus aucun lien avec les enfants de son défunt mari. Oui. Oubliant que les enfants qu'il a fait sous le vol appartiennent à son défunt mari. Ah, son défunt rival. Défunt mari de sa femme. Oui. Donc il dit, je vais couper les liens. Comment va-t-il faire pour couper les liens? Le sorcier dans l'affaire, c'est la deuxième personne qui est entrée et qui veut se lancer dans l'affaire et qui veut récupérer. Maintenant, le véritable problème maintenant qui se pose, c'est que est-ce que celui qui nous pose le problème n'a pas lui-même envie de prendre en veuvage la femme de son père? Parce qu'il peut avoir, il a précisé, je vais arriver là, il a précisé qu'elle a son âge. Oui, mais est-ce que c'est très important. Non. Bien sûr, en criminologie, tout est important. Pourquoi il a précisé alors? Tout est important. Est-ce que... comme ça, non. Est-ce que là où il est, ce n'est pas lui qui veut prendre en veuvage la dernière maman de son père? Histoire de dire qu'aujourd'hui, je me positionne en qualité de successeur. Comme vous avez dit que la femme vient le harceler, je me positionne en qualité de successeur. On me demande d'aller parler alors que moi-même je veux la prendre en veuvage. Donc il faut éclaircir à ce niveau, mais toujours est-il que celui qui veut prendre couper les liens, c'est bien mort. Chalabé, si c'est le cas, ici veut la prendre en veuvage, est-ce que c'est possible? Qui veut la prendre en veuvage? Alex. C'est archi impossible qu'il la prenne en veuvage, puisqu'il y a eu beaucoup de fautes tout au long du parcours. Premièrement, lui il n'est pas reconnu. Son père a doté, son papa a doté cette femme. Il a doté cette femme, ils ont fait deux enfants. Il est décédé. Lui, son père, son père a fait la femme de sa mère. Il appartient à sa famille maternelle, à son grand-père maternel. Tous les enfants qui ont été faits avant qu'il n'ait doté épousé appartiennent à leur famille maternelle, qui rentrent bavarder dans leur famille maternelle. Je sais pas si on est d'accord. Très bien d'accord. Le mariage de la vie du père commence avec celle qu'il a doté et épousé. La dernière. Pardon? La dernière. Oui. Maintenant, celle-ci décide de partir. En partant, elle me dit pour revoir sa famille paternelle, elle me dit pour revoir à sa défunte belle famille.
Elle part se mettre avec un homme sans qu'on ait coupé, sans qu'on ait décidé de lui tuer du vivage, sans. Aujourd'hui, il va demander à quelqu'un qui n'a pas le droit de citer, de s'exprimer sur la question. Il parlera en qualité de quoi? Mais c'est quoi aussi ces risques que cette femme a pris donc c'est l'ignorance, c'est quoi? Je n'ai pas eu envie de dire que c'est elle qui a tué son mari, son défunt mari. Je n'ai pas eu envie de dire que c'est elle qui a tué son défunt mari. Si vous avez veuve, un caïd comme ça là, qui a passé son temps à prendre femme, divorce, décès, non. C'est ça justement, et c'est même une des raisons pour lesquelles. Si vous avez si vous êtes marié, votre mari décède, vous vous remettez dans une relation sans les traditions, sans les traditions, sans les rites qui vont avec. Non, vous devez prendre des rites, faire l'assise, signer le procès verbal de non-remariage. Il y a des personnes qui ne savent pas ça. Mais comme vous dites souvent ici dans cette émission que les hommes qui font l'amour avec les femmes mariées ou bien ici, là, sont maudits, les sont dehors comme ça. Les voyous là, ils sont avec les femmes. Les enfants que son mari a laissés sont mineurs. Elle veut partir vivre avec un homme sans Dieu revoir sa famille. Et l'homme lui dit que comme je te prends, je ne veux rien, aucun lien avec tout ton mauvais passé. Je te prends à partir de moi et mes enfants. Elle gère ça comment? Je mets tout le monde de côté. Expliquez-moi, voilà, je gère ça comment? C'est ça justement. Et la femme est prête à le vivre. Raison pour laquelle elle va harceler notre individu. C'est ça que j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle dit elle-même? Si elle accepte. Elle n'est pas moralement défendable. Merci. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle dit? J'ai posé la question, qu'est-ce qu'elle veut elle-même? Quelle ignorance. Ok, d'accord. Voici la Colette Chalamel Bachou, c'est la deuxième articulation du programme. On se retrouve juste derrière, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise exploitation, répartition des richesses dans ce pays au profit des populations camerounaises. La Banque africaine de développement, dans un récent rapport sur la situation économique du Cameroun en 2025, a évalué la richesse globale naturelle du Cameroun à 331 800 milliards de francs CFA et la valeur du capital naturel du Cameroun à 222,3 milliards de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA, ce qui représente, selon l'institution africaine, 39% de la richesse nationale du pays. Ce capital est passé de 212 milliards à 222 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5%, calculait la Banque africaine de développement. Je ne comprends pas comment c'est toujours au Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, Banque islamique de ceci, de venir évaluer le potentiel et la richesse alors que nous disons être un pays souverain. C'est les autres qui viennent nous dire ce que nous avons en qualité de potentiel. D'après donc la Banque africaine de développement, le capital naturel du Cameroun est constitué d'un capital naturel renouvelable, formé de forêts riches en biodiversité, qui jouent un rôle central dans la régulation climatique et la séquestration du carbone, d'un potentiel hydroélectrique estimé à 12 000 MW, non encore entièrement exploité, et d'un potentiel solaire important, avec une insolation moyenne de 5,8 kWh par mètre carré par jour, favorable à la production d'énergie propre. Le capital naturel non renouvelable, quant à lui, est constitué de pétrole, de gaz naturel et de ressources minières. C'est important de le savoir, chers Camerounais, vous qui allez aujourd'hui en ce moment à l'organisation ou à la sélection du futur président de votre pays. Il est capable et très normal pour vous de savoir qu'est-ce qu'il en est de ce que nous avons. Comment comprendre donc que malgré ce potentiel important qui devrait constituer un levier stratégique pour la transformation économique et la réalisation des objectifs de développement durable du Cameroun, la contribution du capital naturel à l'économie camerounaise demeure mitigée car son potentiel est sous-exploité, mal exploité
mal définie et dont les comptes rendus sont véritablement entourés d'une opacité méphistophélienne. Les populations camerounaises vivent en deçà du seuil normal de pauvreté. Comment donc, pour parler trivialement, on peut être assis sur une mine d'or, de diamants, d'uranium, de cuivre et souffrir de faim? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. L'Afrique, et notamment le Cameroun, est extrêmement, incommensurablement riche. Mais les Camerounais sont pauvres. Les Camerounais souffrent, ne peuvent même pas se soigner. Voyant les camions sortir avec les bois, voyant les personnes sortir avec nos réserves du sol et du sous-sol. Comment expliquer ce paradoxe? Question. L'exploitation des ressources naturelles au Cameroun est marquée par une mauvaise répartition des bénéfices au profit des populations locales. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance, alors qu'il y avait eu un principe de bonne gouvernance qui avait été donc implémenté en 2011. Ajoutons à cela le manque d'investissement dans les infrastructures essentielles de base. C'est vrai, on a le plus grand, le plus beau plateau technique au Cameroun, personne poussant les malades n'est plus envier le plateau américain, c'est-à-dire les hôpitaux américains. Comment comprendre cette souffrance des populations camerounaises lorsqu'on sait que le Cameroun tire des revenus substantiels de l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et de l'énergie, et réalise des profits grâce à l'extraction et à la transformation de certaines ressources. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains riches en ressources naturelles, est confronté au phénomène de la malédiction des ressources, expression qui désigne le fait que la richesse en ressources naturelles n'entraîne pas toujours un développement économique et social et peut même aggraver la pauvreté et les inégalités. La première réponse à cette salve, c'est la situation qui prévoit à l'heure actuelle dans la zone de Kambélé, où malgré les décisions étatiques de la présidence de la République, les sorties du ministre, eh bien l'exploitation qui se fait dans la zone de Kambélé est à outrance posée par des Chinois à qui on ne peut pas dire « allez chez vous ». Au Cameroun, le slogan « exploitation au profit des populations » sonne comme une blague de mauvais goût. La mauvaise exploitation des richesses au Cameroun est un problème complexe lié à la corruption, la mauvaise gouvernance, au manque d'investissement et aux impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière et pétrolière. Tenez-vous tranquille, désormais dans la zone de l'Est, on préfère creuser les champs, on préfère exploiter les champs à d'autres fins minières plutôt que d'entrer dans la production. Que s'est-il passé? Question. Dans la zone du centre-sud, on préfère se jeter à donner les exploitations pour la production de l'EVA, avec du caoutchouc. On se retrouve à donner l'exploitation pour le cacao, le café, et mourir de faim. Belle orientation gouvernementale. Bravo. Forêts luxuriantes, gorgées d'or, de diamants, de bauxite et de bois précieux. Le Cameroun est un territoire immensément riche, très riche même, mais ironie amère, les territoires d'abondance sont aussi les plus pauvres du pays. Où vont donc les fruits de cette richesse? Question. La preuve, la fiscalité est en train d'étrangler les Camerounais à telle enseigne que les gars préfèrent désormais aller se chercher. Certainement pas dans les écoles délabrées de Kenzou, de Tokyo, de Ndiang, de Garigombo, ni dans les centres de santé en ruine de toute la zone du Djaël, là-bas, encore moins dans les pistes poussiéreuses. Comment comprendre ce paradoxe au Cameroun? Comment comprendre qu'en dépit de la loi, les contrats de concession et de licence continuent à prévoir des clauses de confidentialité, dispositions qui sont faites pour dissuader les parties, notamment les compagnies extractives occidentales, à publier unilatéralement les chiffres exhaustifs de l'activité pétrolière au Cameroun. Dernier cas en date encore, l'affaire Glencore, où on a créé l'affaire dans l'affaire de Glencore et à la fin on n'a plus rien compris. À la fin on sait seulement qu'on a porté plainte, on sait seulement qu'on va interpeller ceux qui avaient mangé l'argent et aujourd'hui plus personne ne parle. Plusieurs questions. À l'aube de l'élection présidentielle,
interroge. L'argent du pétrole est-il véritablement utilisé pour financer le développement et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais comme le prétend le gouvernement? Question. Les recettes générées par le pétrole arrivent-elles intégralement dans les caisses de l'État? Sinon, où vont-elles? Que nous rapporte exactement le pipeline Tchad-Cameroun? On veut savoir. Quel est l'apport des recettes non pétrolières dans les revenus dus à l'activité de production et de commercialisation du pétrole camerounais? Question. Pourquoi le pétrole camerounais, puisé, pompé, enlevé, ne participe-t-il pas à la réhabilitation malgré les 26 taxes introduites dans la commercialisation du carburant de la Sonara? On veut voir la Sonara réhabilitée. Pourquoi était-ce même une raffinerie? Question. Avec un sous-sol aussi riche en pétrole, comment comprendre qu'on se soit battu pour être éligible à l'initiative Pays pauvres très endettés et qu'après nous avoir astreints à d'énormes sacrifices pendant plusieurs années, l'atteinte en avril 2006 du point d'achèvement de l'IPPTE ne se soit accompagnée d'un soulagement notoire pour les consommateurs? Les salaires n'ont pas augmenté. On souffle qu'une certaine corporation, certainement par rapport aux élections présidentielles, a vu encore une augmentation des salaires. Les autres n'ont pas droit. À quoi donc ça sert finalement de dire tous les jours exploitation de ci, exploitation de ça, si le niveau de vie des Camerounais stagne? Sachant que cette ressource n'est pas inépuisable, quelle orientation économique le Cameroun préconise-t-il pour l'après-pétrole? Quel est le bilan écologique de l'exploitation pétrolière au Cameroun? Rien. Savez-vous qu'il est devenu faramineux qu'entre la production et la commercialisation de l'or noir au Cameroun ont de tout temps profité et continuent de profiter à une petite poignée de fonctionnaires concussionnaires issus des administrations et des structures d'État en charge de la gestion du secteur aval de l'industrie pétrolière? Ces agents publics agissent en complicité avec quelques auditeurs véreux et la vingtaine de multinationales et opératrices actives de l'exploitation inconsidérée et de la spoliation des ressources naturelles de notre pays. Des entreprises étrangères viennent s'installer, exploitent, extraient et repartent. Pendant ce temps, les populations regardent passer des convois de camions chargés de bois ou de minerais sans que leur quotidien ne change. Aucun emploi digne, aucune retombée visible. Les villages restent sans eau potable, sans électricité parfois. C'est même pire. Pollution des rivières, destruction des terres agricoles, conflits frontaliers pourtant que les forêts, et pendant que les forêts. Et ce, au moment où nos forêts tombent à la tronçonneuse, des permis agréments sont délivrés en toute opacité. Où sont les élus locaux? Où est l'État censé réguler, protéger, redistribuer? À qui profite donc cette richesse naturelle? À une élite opaque, à des réseaux d'intérêt, aux multinationales bien introduites, en tout cas pas aux populations locales qui rêvent d'un avenir et qui ne trouvent que chômage et abandon. Comment comprendre que l'État camerounais manque de justice économique, absence d'un véritable plan de développement qui place l'être humain, le Camerounais, avant le profit? Je tiens à vous rappeler que les États-Unis jusqu'à aujourd'hui passent le temps à prendre le carburant dans la zone de l'Iran, passent le temps à exploiter dans d'autres zones, mais eux, ils n'ont pas encore touché un seul litre de leur propre pétrole. Mais chez nous au Cameroun, vous avez dit, le chef de l'État camerounais n'a pas touché le pétrole, il laisse le pétrole pour les générations futures. Aujourd'hui, on a les voitures hybrides, on a les voitures électriques. À quoi nous servira le pétrole quand tout est en train de bousculer? Or, pétrole, bauxite, fer, manganèse et que sais-je encore, le Cameroun est gâté, pour ainsi dire, par la nature, mais le contraste entre l'immensité de ces ressources naturelles et le taux de pauvreté est simplement extraordinaire. Le cas de la région de l'Est, on n'en parlera jamais assez, est assez illustratif de ce paradoxe qu'on parpillé, Chalamel a lâché le mot, la malédiction des ressources naturelles. Belmondo Njouaka, on a beaucoup de discours officiels sur la lutte contre la corruption, la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles,
Mais sur place, les populations attendent désespérément l'eau potable, l'électricité et les hôpitaux. Mais ça, c'est clair. C'est fait à dessein. Je pense qu'on a longtemps épilogué là-dessus dans ce programme. La mauvaise répartition, justement, des ressources. Répartition et exploitation. Répartition et exploitation de ces ressources. Là, on parlait encore ici des forêts communales, communautaires également. On voyait comment ça se passe. Mais aujourd'hui, vous avez un pays qui est immensement, vous l'avez dit, naturellement, on est doté, on est gâté. Donc, en principe, autrefois, c'était le grenier, véritable grenier de l'Afrique. On appelait ça même l'Afrique en miniature parce que, franchement, on est gâté de tous les côtés. Mais quand vous avez un Camerounais qui vit avec moins de 500 francs par jour dans ce pays, vous vous posez la question, avec autant de richesses. Nous sommes 10 millions à vivre avec moins de 1000 francs, d'après la dernière enquête de l'Institut national de la statistique. Oui, c'était 800, je pense que c'est un truc de 800 francs comme ça. Donc, moins de 1000 francs en tout cas. Donc, quand vous avez donc toutes ces richesses-là et qu'on vous dise qu'un Camerounais vit avec moins de 1000 francs par jour. Moi, il y a cette affaire, il y a ce terme-là que j'aime pas trop. Clause de confidentialité. C'est dans ça qu'on nous enferme. On ne vous dit pas, on vous dit, on a signé tel contrat avec telle entreprise chinoise, indienne, ceci, tu vas venir. Mais il y a toujours cette affaire, cette barrière de clause de confidentialité. Ils vont exploiter combien? Le Cameroun va gagner combien? Qu'est-ce qu'on va en faire de notre quote-part? Ça, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Mais vous voyez que vous avez parlé de l'or, on vous dit comment on va extraire de l'or ici, on va extraire, on nous détruit la forêt, notre bois est en train de sortir. Ça ne profite pas aux Camerounais. Et donc vous vous posez la question, mais où vont donc les richesses du Cameroun? Mais la question, la réponse est toute trouvée. Il y a un groupuscule de personnes qui se partagent justement tout ce gâteau. Et le peuple, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Vous êtes chez vous parce qu'on a découvert qu'il y a du pétrole, de l'or ici. On vient carrément vous déguerpir. Il y a des expropriations parce qu'on veut céder la parcelle à un étranger, un expatrié qui va exploiter de l'or, de diamants, la manganèse. Bref, on vous exproprie. Et puis, même pour vous dédommager, c'est tout un problème. Donc moi je dis que nous on n'a que nos yeux pour pleurer pour le moment, mais moi j'ai plus de réponse à donner parce qu'il y a tellement d'interrogations, Je pense que ces personnes seraient là quand on les aurait posé ces questions-là. Qu'avez-vous fait de l'argent? Que faites-vous de l'argent? Que faites-vous de l'argent du pétrole? Que faites-vous de l'argent de l'or? Que faites-vous de l'argent du diamant? C'est pas à nous trouver les réponses à ces questions. Nous n'avons pas les réponses à ces questions. Nous ne pouvons que observer que franchement, on nous exploite, on pille nos richesses. Regardez à quelle fréquence, quand vous voyez comment les billes de bois, comment ça sort. Mais vous vous posez des questions, vous vous dites, mais où est-ce que le Cameroun, où est-ce qu'on va? Et pendant que les écoles n'ont pas de table-banc. Les écoles n'ont pas de table-banc, Donald Brice. Mais c'est notre... Mais dis donc. Même dans ces localités forestières. Alors, 509 chantiers actifs, 51 secteurs miniers dans la région, dans la seule région de l'Est. Dominique Pengo, l'impact direct sur l'agriculture, parce que dans la région, il est devenu très difficile d'avoir de l'espace pour cultiver du manioc, du macabo. On consomme beaucoup de manioc, je le rappelle, dans la région de l'Est. Terre appartient à l'État. Et dans le même temps, les gens trinquent de famille. De famine, les gens n'ont pas de quoi manger. C'est un vrai problème. Dernièrement, ici, on avait énuméré les conséquences directes sur voilà, ces multiples déforestations et l'exploitation abusive. L'impact sur l'activité agricole. Oui, des minéraux et autres dans la région de l'Est. On parlait directement même de la sous-scolarisation. On parlait également justement du manque de terre pour la culture, même seulement de subsistance. Oui. C'est un réel problème de ce côté parce que tout le monde veut creuser de l'or parce que c'est de l'argent direct. On va vendre et puis c'est du là. Mais sauf que maintenant, au fil du temps, on se rend en fait compte que les populations se rendent en fait compte qu'elles sont en train de perdre que de gagner. Elles voient qu'elles ont perdu en termes
on parle de l'agriculture. Si vous n'avez pas de terres pour cultiver, la famine va vous ravager de ce côté-là. C'est vous qui donnez votre champ pour qu'on extrait. On procède à l'extraction et sans compensation. Voilà. Et quand on prend même vos parfois champs... c'est de force, parfois même c'est de force. Et même si c'est de gré à gré, il y a ce terme que Belmondo a utilisé, les thèmes de confidentialité. Donc on ne vous fait pas lire exactement les contrats, on ne vous dit même pas les tenants et les aboutissants de ces contrats-là. Vous voyez tout de suite que non, on a pris mon champ, on va peut-être me donner 2-3 millions. Oui, c'est bien beau à cet instant, mais pendant combien d'années votre... Sur le moyen, le long terme. Est-ce que c'est ça sur le moyen, sur le long terme? Pendant combien de temps vos terres seront exploitées à des fins utiles pour les étrangers? Donc c'est comme si les gens hypothèquent leur futur en fait. C'est exactement ça. Parce que vous ne vous posez pas ces questions-là. Vous pensez que non, le bus c'est bénéfique, 2 millions, oui, je vais m'acheter si je vais m'acheter ça. Mais à la longue, vous vous retrouvez à ne même plus avoir où est-ce que vos enfants pourraient construire des maisons pour le futur. Donc c'est compliqué. La région de l'Est, on ne cesse de le dire, mais c'est l'une des régions qui regorge énormément en termes de ressources naturelles au Cameroun. Mais c'est l'une des régions les plus... Oui, mais c'est également l'une des régions les plus enclavées et l'une des régions qui fait partie du top 5 des régions les plus pauvres au pays. Mais comment on va comprendre cela puisque c'est une région qui fabrique les richesses mais pour les étrangers? Donc il est temps de se poser les véritables questions, Donald Brice. On ne saurait constituer une région seulement pour l'exploitation minéraire, pour la déforestation et autres. Qu'en est-il des autres secteurs d'activité? Est-ce qu'on pense à structurer? Parce que là aujourd'hui on se retrouve avec une région qui a été totalement changée, bouleversée. Même en termes de climat. Est-ce que vous pensez les conséquences de la déforestation, quand n'est pas contrôlé, on va se retrouver avec un climat qui a changé, on va se retrouver avec des érosions et des terres qui ne seront plus habitables. Le climat, l'eau courante pour les populations, l'eau est polluée d'après plusieurs enquêtes récentes sur l'exploitation minière et ses conséquences dans la région de l'Est. Pamela Fomen, mais il y a pire, c'est que les exploitants qui utilisent souvent des machines sur place, qui sont souvent des expatriés, laissent des trous et là qui enterrent finalement beaucoup de populations. Le cas de Cambéré dans le département de la KDI où plusieurs compatriotes ont trouvé la mort ces dernières années. Oui, à votre suite, je crois qu'il y a une sortie du Miné qui date de quelques jours par là, en ce qui concerne la KDI. Oui, mais il y a des sources officieuses qui font savoir que dans cette partie, il y a des populations locales, les élites qui reçoivent de l'argent, vrai ou faux, c'est ce que c'est dit en offre, qui reçoivent de l'argent qu'on évalue à 100 000 francs par camion au prix de leur silence. J'espère que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Que, malheureusement, c'est vrai. Ça veut dire que... C'est documenté tout ça. Ça veut dire que quelque part, on veut quelque chose et son contraire. Oui, il y a une machine d'instrumentalisation des populations, voilà, qui sont, parce qu'elles sont dans des conditions précaires, parfois ne sont pas forcément à l'école et donc sont facilement manipulables. Oui, c'est dommage de le dire. Il me semble que le secteur forestier représente 40% du territoire camerounais. Et ça me rappelle l'histoire d'un aîné qui faisait savoir qu'il est arrivé dans un pays où il entre dans un bureau administratif, il apprécie le bureau, on lui fait savoir que le bois là, ça vient du Cameroun. Mais vous n'allez qu'aller à Nanga. Nanga, c'est à Bonabéry. C'est-à-dire que c'est un coin très connu où on fabrique les salons et autres. Demandez-leur comment ils font. Vous achetez le salon là-bas, donc vous rentrez chez vous. Je ne sais pas que ce soit en saison de pluie ou en saison sèche. Le bois commence à se fondre. Vous demandez, mais finalement, c'est quelle qualité de bois? On est au Cameroun, vous êtes dans une localité, il n'y a pas, les écoles sont sous-équipées, il n'y a pas des hôpitaux. Mais on vous dit que la richesse vient de là. Donc, quelque part, je crois que c'est une mauvaise politique. Et de savoir qu'il y a des personnes complices qui sont dans la localité. Vraiment, on se demande, mais on veut bien les défendre, mais finalement, ils n'encouragent pas. C'est extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'on doit revoir cela. Mais Donald, c'est quoi cette politique où on demande, où tout un gouvernement demande aux jeunes, où on demande d'abandonner les plantations de cacao pour aller creuser, pour chercher quelques grammes de... Parce que les ressources minières, à un moment donné, ça finit. Hein. Oui, mais bien, quand vous avez détruit les plantations, vous avez tout creusé. Vous avez vu les cratères de l'Est? Mais c'est de ça que je parle. Là où les jeunes meurent chaque semaine. Donc quand vous encouragez ça,
des choses qui ailleurs sont interdites. Mais vous voyez, on a carrément dit, bon, on va laisser l'exploitation là aux populations. Quand vous dites ça, vous pensez faire du bien à ces populations? Non. Le chef de l'État a signé que non. Maintenant, on va les populations qui vont creuser là-bas, qui vont exploiter. Non. À un moment où on vous dit que le kilo de cacao explose, on vous dit, au lieu de favoriser, d'encourager les jeunes à rentrer dans cette culture-là, vous les envoyez creuser. Lorsque vous fouillez sur la toile, vous allez découvrir tous les propriétaires des SCI qui ont eu des SCI. Vous allez voir, la liste est disponible, vous pouvez la trouver, l'exploiter partant d'une certaine période à aujourd'hui, vous allez avoir. Mais cherchez la liste de tous ceux qui ont eu les agréments dans le secteur minier. Vous n'aurez pas. Dans le secteur forestier, vous n'aurez pas. Une enquête approfondie auprès de personnes, de sources sûres bien informées, m'a fait comprendre, Donald, que c'est réservé à une seule famille. Et c'est une famille qui détient ça et qui en dispose comme elle entend. L'exploitation minière. Exploitation minière. Je veux dire, elle en dispose comme elle entend et elle fait des sous-traitances. Que les Camerounais se disent qu'il est temps que les choses marchent. On parle de la redistribution des richesses. On parle, Donald Brice, aujourd'hui du manger ensemble. Les Camerounais ne mangent pas. Vous pensez que si on se consacre, c'est depuis les années 1800, pardon, qu'on connaissait qu'on a le bauxite à minima à Cap. C'est pas aujourd'hui, on connaît ça depuis des années. Depuis 80 ans. Depuis 80 ans qu'on sait qu'on a le bauxite à minima à Cap. Ça nous a à quoi là-bas, Donald Belmondo? Le diamant de Mobilo. Vous savez qu'avec la Corée, on a dit que c'est 25 ans renouvelables une fois, jusqu'à épuisement. Hein, avec la Corée. Et la Corée prend, de manière brute, transforme votre diamant et vous le versez 20%. Et fabrique des téléphones avec ça. Un indicateur de cette, ce qu'on pourrait appeler cette grosse mafia des minéraux au Cameroun, c'est qu'on a suspendu depuis l'année dernière de l'ITIE. L'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons la un mécanisme mondial de contrôle auquel le Cameroun a adhéré en 2007. Nous avons la chance d'avoir des femmes sur ce plateau. Alors, vos bijoux, présentez vos bijoux aux téléspectateurs qui voient Dominique Pengo. Pourtant, vous avez l'or et le diamant. Elle utilise les perles. Non, c'est les perles. Ouais. Quelqu'un m'a dit que c'est le choix. Ce n'est pas le choix, mon frère. Ce n'est pas le choix. Je ne suis pas avec moi, ce n'est pas le choix. T'as visé. Combien, non, c'est mon niveau. Combien de gars aujourd'hui peuvent demander la main à une fille avant un petit ou c'est 20 parents? Ah non. Combien? Même le mariage que vous allez épouser, c'est la fête qu'on va laisser au marché. Vous appelez quand tu vas pas ça. Tu veux que la police t'arrête? Merci. Donc, c'est compliqué. Vous êtes capable de pouvoir offrir une bague en diamant, une chaîne en diamant à votre femme, à votre fiancé, à celle pour qui vous comptez. Mais ça, c'est paradoxal. On préfère venir prendre vos pièces, on fait fondre pour aller faire les bijoux que vous allez porter. Ouais. C'est le mot le plus approprié pour décrire cette situation. Le paradoxe d'un pays producteur de minerais comme le Cameroun, et c'est dommage parce que l'immensité des ressources naturelles contraste avec la progression de la pauvreté, de la précarité, notamment dans les zones où ces ressources-là sont exploitées et qui auraient pu bénéficier aux populations, aux jeunes en matière d'emploi, d'insertion socio-professionnelle et pour les entreprises, effectivement, qui doivent exploiter et verser conséquemment des impôts et taxes au pouvoir public. Restez avec nous, on prend une pause et puis on est de retour dans à peu près 4 minutes.